Dans les cieux crépusculaires au-dessus du Golfe, le B-2 Spirit américain rôde comme un prédateur silencieux. Les Houthis, eux, ont, en moins d'un an, attaqué plus de 190 navires avec des drones et des missiles, osant ainsi défier le fantôme du bombardier furtif. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un mouvement de guérilla ose viser l'un des avions les plus avancés jamais construits? Attachez vos ceintures. Voici une histoire d'audace, de guerre technologique et d'un défi qui pourrait bien devenir une erreur colossale. Imaginez un groupe hétéroclite de combattants, armés de peu plus que de courage, de foi et de quelques drones, tenant tête aux grandes puissances mondiales. C'est exactement ce que font les Houthis. Nés dans les collines escarpées du nord du Yémen dans les années 1990, ils ne sont pas des rebelles ordinaires. Officiellement appelés Ansar Allah ou les partisans de Dieu, ils défendent la minorité chiite zaïdite du Yémen et se présentent comme faisant partie de l'axe de la résistance iranien, aux côtés de groupes comme le Hamas et le Hezbollah. Leur histoire commence avec un jeune homme, Hussein al-Houthi, qui mobilise son peuple contre un président qu'il jugeait indifférent. Dès le début des années 2000, les Houthis testaient déjà le gouvernement central du Yémen par une série de rébellions. Ils réclamaient plus de contrôle sur leur propre territoire. Rien de plus que ce que toute communauté souhaite, du respect et une voix. Avançons jusqu'aux printemps arabes de 2011. Lorsque les manifestations ont balayé le Moyen-Orient, le dirigeant yéménite de longue date, Ali Abdullah Saleh, a fini par céder le pouvoir à son vice-président, Abdrabbuh Mansour Hadi. On aurait pu croire qu'avec un nouveau président, la situation allait se calmer. Mais le gouvernement de Hadi a été rapidement miné par l'effondrement économique, la corruption grandissante et la montée de groupes extrémistes. Les Houthis ont alors saisi leur chance. D'abord Saada, leur bastion du nord. Puis, de manière spectaculaire, ils ont marché sur la capitale, Sanaa. Les observateurs ont été stupéfaits de voir ces combattants, certains à peine sortis de l'adolescence, prendre le contrôle après avoir conclu une alliance fragile avec les forces encore fidèles à Saleh, l'ancien président déchu. C'était comme voir deux rivaux s'unir dans un film de braquage pour conquérir un territoire que personne ne les voyait atteindre. Mais les alliances au Yémen sont aussi instables que ces vents désertiques. En 2015, les Houthis ont balayé l'ouest du pays et forcé le président Hadi à fuir à l'étranger. Du jour au lendemain, un groupe autrefois considéré comme un simple trublion régional tenait les clés du palais présidentiel. L'Arabie saoudite n'a pas apprécié, craignant que le Yémen ne devienne une nouvelle base avancée pour l'Iran, juste à sa frontière. Riyad a donc formé une coalition d'États arabes et lancé une intervention militaire à grande échelle, larguant des bombes et envoyant des troupes au sol. Pourtant, malgré des années de frappes aériennes et de combats au sol, les Houthis ont résisté. Aujourd'hui, ils contrôlent la majorité des territoires conquis et ne montrent aucun signe de recul. Derrière les gros titres sur les missiles et les frappes de représailles se cache une tragédie humaine. Plus de 160 000 personnes sont mortes dans ce conflit. Soldats, civils, médecins, enfants pris entre deux feux. Selon l'Armed Conflict Location and Event Data Project, plus de 4 millions de familles ont été déplacées, devenant réfugiés dans leur propre pays. Et pourtant, les Houthis continuent. Leur chef, Abdul Malik al-Houthi, frère de Hussein, parle de résistance, de lutte contre les oppresseurs étrangers. Ils puisent dans l'orgueil des tribus du nord yéménite, mêlant religion, culture et politique sous une bannière pour laquelle ils sont prêts à mourir. Les négociations de paix peinent à avancer. L'Arabie saoudite, épuisée par la guerre et sous pression internationale, a tenté de conclure des accords, mais chacun s'est effondré faute de confiance mutuelle. Aucun camp ne peut se permettre de paraître faible, et aucun n'est prêt à céder du terrain. Nous voilà donc face à une impasse sanglante, dans un pays de cités antiques et de déserts immenses, où une force modeste mais déterminée défie certaines des armées les plus puissantes du monde. Ce conflit ne se résume pas aux missiles ou aux drones. Il s'agit d'identité, de foi et d'un profond désir de reconnaissance.
Avec la diplomatie dans une impasse, les Houthis ont changé de tactique, visant désormais les artères du commerce mondial. À partir d'octobre 2023, ils ont lancé une série d'attaques contre des navires internationaux. À la mi-mars 2025, plus de 190 avaient été touchés, 2 coulés, 1 saisi et au moins 4 marins tués. Le 15 mars 2025, l'armée américaine a engagé son bombardier le plus avancé au-dessus du Yémen. Depuis sa base isolée sur l'île de Diego Garcia, le B-2 Spirit a effectué de longues missions à travers l'océan Indien pour frapper des caches d'armes souterraines fortifiées détenues par les forces Houthis soutenues par l'Iran. Ces missions mettent en valeur les atouts uniques du B-2. Sa forme furtive et son revêtement spécial lui permettent d'échapper aux radars ennemis, tandis que ses bombes de haute précision peuvent atteindre des bunkers profondément enfouis. À chaque sortie, les équipages montent à bord en sachant qu'ils pilotent l'avion le plus performant jamais conçu, capable de voler presque sans être détecté, de frapper fort et de rentrer sain et sauf. Le coût de l'opération, un peu moins d'1 milliard de dollars en moins de 3 semaines, reflète un engagement clair. Maintenir ouvertes les voies maritimes vitales. Pendant des mois, les attaques des Houthis ont menacé les navires transitant par la mer Rouge, une artère clé du commerce mondial. En visant les dépôts souterrains, les vols de B-2 cherchent à sécuriser ces routes et à protéger la libre circulation des marchandises. Diego Garcia joue un rôle central dans cet effort. Perdue dans la mer des Coraux, cette base insulaire est idéalement située pour des missions longue portée. Aucun habitant, aucune distraction, juste des pistes dégagées, des équipages dévoués et des avions de soutien prêts à ravitailler les bombardiers en plein vol. Les avions ravitailleurs rejoignent les B-2 au-dessus de l'océan, remplissant les réservoirs pour leur permettre d'atteindre des cibles éloignées et d'avoir assez de carburant pour rentrer chez eux. Derrière chaque frappe se cache une planification minutieuse. Les équipes de renseignement cartographient les tunnels et bunkers souterrains, identifiant précisément où les rebelles stockent drones, missiles et ravitaillements. Puis, dans le silence de la nuit, les B-2 décollent, glissant à basse altitude, évitant le radar, larguant leur cargaison avec une précision chirurgicale. À l'aube, les frappes sont terminées et les avions sont prêts pour la vague suivante. Dans les cercles militaires, le B-2 est bien plus qu'un bombardier. C'est une déclaration. Il dit aux alliés et aux partenaires que les États-Unis peuvent projeter leur puissance à travers le globe en soutien à la stabilité et à la sécurité. Il rassure les compagnies maritimes et les forces navales que les voies maritimes critiques resteront ouvertes. Il envoie un signal à tous. La technologie de pointe, alliée à des équipages qualifiés, peut résoudre les défis les plus complexes. Pour les militaires impliqués, ces missions sont une source de fierté. Les pilotes s'entraînent pendant des années pour maîtriser les systèmes du B-2, tandis que les mécaniciens travaillent jour et nuit pour entretenir les moteurs et préserver le revêtement furtif. Chaque mission réussie témoigne de leur dévouement et de leur expertise. Sur le plan diplomatique, la campagne appuie des efforts plus larges pour encourager le dialogue. En réduisant les menaces en mer, elle crée un espace de respiration pour les négociateurs, facilitant la recherche de solutions à long terme. Ainsi, frappe high-tech et diplomatie vont de pair, se renforçant mutuellement. Le B-2 Spirit, souvent appelé bombardier furtif, est l'une de ces machines qui force le regard. À la fin des années 1990, les ingénieurs de Northrop Grumman se sont lancés dans la création d'un avion capable de passer outre les défenses aériennes les plus avancées au monde, et dès 1989, le premier prototype prenait son envol. 8 ans plus tard, en 1997, l'US Air Force a intégré officiellement le B-2 dans sa flotte. Dès le premier jour, cet avion était destiné à changer la donne, et il le fait toujours. À première vue, sa forme d'aile volante paraît presque extraterrestre. Pas de queue, pas de fuselage séparé, juste des courbes élégantes et une envergure large qui semble flotter dans les airs. Ce design n'est pas esthétique, il est stratégique. Le radar rebondit sur les avions de manière prévisible, mais la forme du B-2 et son revêtement spécial absorbent ou dévient ces signaux, le rendant pratiquement invisible au radar adverse. Lorsqu'on ne peut pas être détecté,
On peut s'approcher, larguer ses bombes et repartir sans alerter personne. Évidemment, toute cette technologie de pointe a un coût élevé. Chaque B-2 coûte plus de 2 milliards de dollars à fabriquer. Pour mettre les choses en perspective, cela équivaut à plusieurs grands navires de guerre ou à des centaines d'avions de chasse. À son apogée, la production n'a jamais dépassé 21 B-2. Depuis, un exemplaire a été perdu dans un accident tragique en 2008, et moins de 20 sont encore en service aujourd'hui. Cette rareté rend chaque mission exceptionnelle. Lorsqu'un pilote est aux commandes, il pilote un véritable avion global. Avec un plein de carburant, le bombardier peut parcourir plus de 6000 milles nautiques, soit plus de la moitié de la circonférence terrestre sans escale. Besoin d'aller plus loin? Aucun problème. Des avions ravitailleurs en vol peuvent s'arrimer au B-2 pour leur permettre d'atteindre plus de 10 000 milles nautiques. Depuis des bases telles que Diego Garcia, l'océan Indien devient littéralement une plateforme de lancement mondiale. Mais la distance n'est pas tout. Le véritable atout du B-2 est sa capacité de chargement. Imaginez une soute pleine à craquer avec 18 000 kg d'armement, c'est l'équivalent de 20 petites voitures transportées par un seul avion. Cette charge peut comprendre des bombes conventionnelles ou l'une des plus puissantes non nucléaires jamais conçues, la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Avec ses 13 600 kg, ce géant a été conçu pour perforer plus de 60 mètres de béton armé, atteignant les bunkers les plus profondément enterrés. Mais l'équipement seul ne suffit pas. Piloter un B-2 exige que les équipages maîtrisent des systèmes complexes. 2 pilotes gèrent navigation, largage d'armement et communication, tout en surveillant les systèmes furtifs. Les ingénieurs et techniciens au sol s'emploient en permanence à entretenir le revêtement, car la moindre trace d'usure peut rendre l'avion repérable. Chaque micro-rayure compte. Chaque mission du B-2 est un effort collectif intercontinental. Avant le décollage, les analystes scrutent des images satellites et rapports de signaux pour identifier les installations souterraines et tracer des trajectoires furtives. Les équipages de ravitaillement attendent prêts à intervenir en mer. Même la météo est un facteur crucial. Ciel dégagé et vent favorable peuvent faire la différence entre réussite et complications. À l'issue de la mission, le B-2 rentre à Whiteman AFB dans le Missouri, ou revient à une base avancée comme Diego Garcia. Les équipes analysent alors les données de vol pour améliorer les stratégies de la mission suivante. Chaque sortie apporte ses enseignements. Optimiser la trajectoire, ajuster la consommation de carburant, ou encore perfectionner le revêtement furtif pour plus d'efficacité. Dans cette campagne, la mission principale du B-2 est de percer les bunkers souterrains des Houthis, utilisant sa capacité à transporter et placer précisément des bombes lourdes. En octobre 2024, l'ancien secrétaire à la Défense Lloyd Austin l'a confirmé. Les B-2 ont détruit 5 sites de stockage d'armes fortifiées au Yémen, démontrant qu'ils pouvaient percer les structures les plus solides sans effort. Au cœur de ces missions se trouve la GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, appelée Romp Bunker. Ce colosse de 13 000 kg peut traverser jusqu'à 60 mètres de terre ou 18 mètres de béton avant de détonner. Il a été conçu pour cibler précisément les installations que les Houthis, aidés par l'Iran, ont construites profondément sous terre. Ces rebelles n'ont pas empilé des missiles dans des hangars simples. Ils ont creusé des cavernes renforcées de couches de roches et d'acier. Le B-2, avec la GBU-57, est l'outil idéal pour détecter et détruire ces menaces enterrées. Vous pourriez demander, pourquoi ne pas utiliser d'autres bombardiers américains de grande envergure comme le B-52 Stratofortress ou le B-1 lancé? Après tout, ils peuvent eux aussi transporter des charges lourdes. Le B-52, surnommé le Buff, Big Ugly Fat Fellow, existe depuis les années 50 et peut emporter jusqu'à 32 000 kg de bombes. Le B-1, introduit dans les années 1980, est plus rapide et plus souple, capable de filer bas et vite pour échapper aux défenses. Tous deux sont des chevaux de bataille,
éprouvée de la guerre du Vietnam à l'Irak. Mais voici le point crucial. Ni le B-52, ni le B-1 ne peuvent traverser le ciel sans être détectés comme le B-2. Les anciens bombardiers misent sur la vitesse, l'altitude et la force brute pour accomplir leur mission. Ils pourront toujours être repérés par les radars ennemis. Dans un espace aérien fortement défendu, ils finiront par apparaître sur les écrans, laissant aux missiles solaires et aux stations radars le temps de les cibler. Avec le B-2, c'est souvent le silence sur les écrans ennemis, aucun écho, aucune alerte. Cet avantage furtif devient encore plus patent lorsqu'on compare le B-2 à d'autres gros bombardiers étrangers. Le Tu-160 Blackjack russe est un géant supersonique, rapide, avec une soute d'armes massive. La série chinoise H-6, inspirée de design soviétique, peut emporter des missiles de croisière. Ces appareils sont puissants, rapides et impressionnants, mais aucun ne se cache. Leur forme et leurs matériaux laissent une signature radar bien plus visible. Ce n'est pas que de la théorie. Les opérations en zone de conflit ont confirmé qu'un bombardier furtif ne peut être identifié de manière fiable qu'une fois la frappe lancée. À ce moment-là, le B-2 est déjà en route vers sa base, et il ne reste plus qu'aux forces au sol de constater les dégâts. Bien sûr, la furtivité ne rend pas le B-2 invincible. La météo, la maintenance et la préparation de la mission jouent un rôle. Les équipages passent des heures à tracer des routes qui évitent les radars connus, et les analystes du renseignement travaillent en permanence pour mettre à jour les données lorsqu'un nouveau dispositif apparaît. Mais lorsqu'il arrive au-dessus de la cible, le bombardier délivre sa charge avec une précision inégalée. Là où un bombardier classique éparpillerait des bombes sur une large zone, le B-2 peut placer une GBU-57 à quelques mètres près du point visé. Ce niveau de précision réduit les dommages collatéraux et augmente les chances de toucher exactement la cible prévue. Tout cela confère au B-2 une place unique dans la guerre aérienne actuelle. Le BEFF et le lancer restent indispensables pour les bombardements de masse et les opérations à haut rythme, même si les adversaires développent des défenses pour contrer ces appareils. Entre-temps, la furtivité du B-2 en fait une classe à part. La Russie et la Chine peuvent mettre en service des bombardiers massifs, mais aucun ne combine furtivité, portée et charge utile comme le B-2. C'est précisément pourquoi cet avion a été employé contre les bunkers les plus profonds et les plus robustes des Houthis. Dans ce chapitre de la campagne au Yémen, le rôle du bombardier furtif n'est pas seulement de larguer les bombes les plus lourdes, c'est de le faire au bon endroit et au bon moment, hors de vue et hors d'atteinte. En s'attaquant à des installations souterraines que les autres appareils ne peuvent pas toucher, le B-2 ne se contente pas de contourner les règles d'engagement. Il les réécrit. Et dans un conflit fait de menaces cachées et de tactiques de guérilla, cette capacité peut changer la donne. Choisir le B-2 pour cette mission en dit long sur l'adversaire que les États-Unis avaient en face et sur ce que le bombardier est capable d'accomplir. Ces combattants Houthis ne se contentent pas de dissimuler des fusils dans des granges. Ils ont construit un réseau de bunkers souterrains, probablement renforcés au béton et insérés dans les collines rocheuses du Yémen. Ce niveau de préparation ne surgit pas du jour au lendemain. Depuis des années, l'Iran envoie discrètement non seulement des missiles, mais aussi des ingénieurs capables de creuser des abris résistants aux attaques classiques. Quand on apprend que des GBU-57 ont été largués sur ces sites, on comprend que les États-Unis ne jouaient pas. Ils avaient un objectif précis. Ces bunker busters ne sont ni bon marché ni faciles à produire. Les stocks sont limités. Les employer plutôt que des missiles de croisière moins chers ou des escadrons de drones bon marché montre que Washington a identifié une menace concrète, à haut niveau. Il ne s'agissait pas d'une frappe de saturation, c'était une chasse ciblée à des installations destinées à abriter les armes les plus dangereuses des Houthis. Pourtant, comme le souligne CNN et d'autres, toutes les cibles n'ont pas été détruites. Cela peut signifier plusieurs choses. Soit les services de renseignement américains n'avaient pas les coordonnées exactes ou une imagerie claire du sous-sol. Soit les Houthis anticipaient des frappes chirurgicales et ont mis en place des installations secondaires, des tunnels
ou cache cachée pour résister à quelques impacts. Quoi qu'il en soit, cela illustre la difficulté de combattre un adversaire qui enterre ses armes profondément et les disperse largement. Et puis, il y a Diego Garcia. Ce minuscule atoll, à plus de 3200 km du Yémen, constitue une rampe de lancement idéale en toute discrétion. Aucun habitant, pas de trafic aérien encombré, juste un îlot corallien avec une longue piste, des réservoirs profonds et une sécurité maximale. Pendant des décennies, les États-Unis l'ont utilisé pour projeter leurs forces au Moyen-Orient et en Asie. Les avions décollent lourdement armés ou ravitaillés, puis s'envolent sur des missions couvrant un demi-globe. En mars 2025, des images satellites consultables sur X ont montré quelque chose d'inhabituel. Au moins 6 B, 2 stationnés sur le tarmac de Diego Garcia. C'est presque un tiers de tous les bombardiers furtifs jamais construits, rassemblés au même endroit. Pour les observateurs, cela signifiait clairement qu'une opération majeure se préparait. Rassembler autant de ces avions au même endroit ne se fait pas pour un entraînement. C'est un signe de déploiement massif. Tout est en place. Le récit se lit comme une partie d'échecs à enjeux élevés. Les Houthis camouflent leurs pièces fortes sous terre, appuyées par l'expertise iranienne. Les États-Unis répondent en envoyant l'un de leurs atouts les plus précieux à l'autre bout du monde pour percer ces coffres souterrains. Les résultats mitigés, certains bunkers détruits, d'autres intacts, montrent à quel point la mission est ardue. Faire voler des B-2 à plus de 13 000 km de leur base est un énorme défi logistique. Ces bombardiers nécessitent des hangars climatisés spéciaux à Diego Garcia pour préserver leurs revêtements furtifs. La moindre éraflure ou éclat peut rendre l'appareil visible au radar ennemi. S'y ajoutent les systèmes électroniques, moteurs et navigation, du matériel ultra-technique maîtrisé par très peu de techniciens. Les équipages et les pièces de rechange sont constamment acheminés, transformant cet atoll reculé en un véritable centre de maintenance. Cet effort va au-delà de la simple mission au Yémen. Il envoie un message à l'Iran, et même à la Chine, attentif à ces démonstrations. Si l'on peut déployer une force furtive sur une minuscule île de l'océan Indien, pourquoi pas ailleurs? C'est comme exhiber un nouvel outil dans l'atelier. On veut que tout le monde sache qu'on sait s'en servir partout. De leur côté, les Houthis n'ont pas reculé. Apparus dans le nord montagneux du Yémen dans les années 1990 en tant que groupe chiite zaïdite, cette milice a pris Sanaa en 2014 et plongé le pays dans la guerre civile. L'Arabie saoudite est intervenue pour les repousser et les États-Unis se sont engagés en silence. Alors que le conflit se prolongeait, les Houthis ont innové. Drones dans les voies maritimes, missiles contre des cargos, vedettes rapides harcelant les navires. Fin 2023, avec le conflit Israël-Hamas, les attaques se sont intensifiées. Les États-Unis et leurs alliés ont renforcé la présence dans la mer Rouge pour protéger le commerce mondial. Les Houthis, eux, ont adapté leur stratégie en dissimulant leurs armes dans des bunkers profonds et en misant sur un matériel simple et bon marché, difficile à neutraliser. C'est pourquoi la campagne aérienne actuelle ne se limite pas au B-2. Des chasseurs FA-18 patrouillent le ciel et des missiles Tomahawk sont prêts en mer. C'est une posture plus offensive, montrant que tous les angles d'attaque sont pris en compte. Pourtant, comme le note CNN, une bonne partie de leur arsenal reste cachée dans des tunnels, prête à refaire surface dès le départ des bombardiers. Ce va-et-vient rappelle d'autres conflits, les tunnels du Hezbollah au Liban Sud ou le réseau de Qchi au Viet Cong, près de Saigon. Peu importe le nombre de bombes high-tech, des combattants souterrains peuvent y se faufiler, ravitailler et réapparaître là où on ne les attend pas. C'est un jeu du whack-a-mole. On frappe fort ici, mais ça réapparaît ailleurs. Le B-2 et ses escorteurs montrent une puissance aérienne de premier plan, mais les Houthis prouvent que les techniques les plus rudimentaires, creuser, disperser, rester discret, peuvent atténuer les armes les plus puissantes. Déployer le B-2 Spirit au-dessus du Yémen n'est pas seulement une démonstration de force, c'est un défi lancé à l'Iran. Téhéran investit depuis des années dans les Houthis, argent, missiles, drones,
faisant du Yémen un terrain d'essai. En envoyant un bombardier furtif capable d'enfoncer un GBU-57 Massive Ordnance Penetrator dans du béton armé, les États-Unis rappellent à l'Iran que ces sites souterrains, comme Natanz ou Fordow, ne sont pas invulnérables. Si un bunker yéménite peut être touché, les caches nucléaires clandestines le peuvent aussi. La Chine, quant à elle, observe avec attention. Pékin a passé la dernière décennie à construire des îles fortifiées et bases dans la mer de Chine méridionale, équipées de radars, pistes et missiles. Voir décoller des B-2 depuis Diego Garcia pour disparaître des radars ennemis indique aux stratèges chinois que les États-Unis peuvent projeter leur puissance furtive, n'importe où. C'est un message discret, mais puissant. Si vous creusez profond, l'Amérique peut vous en extraire. Ce n'est pas la première fois que le B-2 fait parler de lui. En 1999, il a mené sa première mission furtive au-dessus de la Serbie, frappant avec précision. En 2011, il a traversé l'Atlantique pour soutenir l'intervention en Libye, démontrant son rayonnement mondial. À chaque opération, il rappelle qu'il peut fuir les radars, transporter des charges massives et relier les deux hémisphères sans effort. La campagne yéménite ajoute un nouveau chapitre à cette légende. Parole de chiffres. CNN rapporte que, en moins de 3 semaines, les États-Unis ont dépensé près de 1 milliard de dollars. Mission B-2, missiles de croisière, JASSM, bombes à planer JSO BAO. Ce n'est pas un petit montant. Chaque JASSM coûte environ 1 million, et chaque JSO BAV plusieurs centaines de milliers. En ajoutant le coût du vol, du carburant, des équipages spécialisés et de l'entretien des hangars furtifs, la facture grimpe vite. Les critiques s'élèvent déjà. Le vice-président J.D. Vance, entre autres, juge cela une erreur stratégique. Il souligne que les Houthis assemblent drones et roquettes avec quelques milliers de dollars. Dépenser des millions en bombes de précision revient à utiliser un marteau-pilon pour casser une noix. Pourquoi ne pas viser les fabricants de drones à bas coût plutôt que d'envoyer votre jouet le plus cher? L'US Air Force répond simplement « Aucun autre avion ne peut passer les radars comme le B-2 ». La Russie et la Chine déploient des bombardiers ou chasseurs bon marché pour attaquer des cibles récalcitrantes, comme en Syrie ou au-dessus du détroit de Taïwan. Mais aucun ne rivalise avec la précision chirurgicale du B-2. Lorsque l'on doit toucher un réseau souterrain de missiles sans détruire une ville, il n'existe pas d'alternative. Malgré tout, les Houthis résistent encore. Leurs caches souterraines, creusées profondément et éparpillées, ont été visées, mais conservent assez d'armement pour poursuivre les attaques par drone et bloquer les voies maritimes. Cette résilience obstinée montre qu'une puissance aérienne seule, même furtive, peut ne pas suffire face à un adversaire qui creuse, s'adapte et se disperse plus vite que les bombes ne peuvent le rattraper. Finalement, on assiste à un choc de style. D'un côté, des jets furtifs ultramodernes lâchant des bombes à 30 000 kg, coûtant plus que le budget annuel de certains pays. De l'autre, une force rebelle agile, armée de drones bon marché, de roquettes artisanales et de réseaux de tunnels hérités de décennies de guérilla. La question demeure, la campagne B-2 brisera-t-elle les Houthis ou les forcera-t-elle à s'enfoncer davantage? Une chose est sûre, dans le monde d'aujourd'hui, même la technologie la plus avancée peut échouer face à la plus simple des résistances, la détermination dans l'ombre.